Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zulika Bouabdallah. Vous travaillez pour l'Agence française de développement et des relations de cette agence avec le Parlement français. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste? Bien sûr. Alors, l'Agence française de développement est une institution publique. On met en œuvre la politique de coopération de l'État dans les pays dits en voie de développement, donc principalement l'Afrique, des pays en Amérique latine, l'Asie, des pays au Moyen-Orient. Et ça, donc, mon rôle consiste à faire connaître notre institution auprès du Parlement, Sénat, Assemblée nationale. On commence à travailler aussi avec les parlements africains. On a une antenne à Bruxelles, donc je ne m'occupe pas du Parlement européen. Ça consiste à aller les voir, à aller échanger avec eux pour les convaincre de la nécessité de nous donner du budget pour nous permettre de financer nos interventions en dons dans certains pays. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail parce que... Mais la Tunisie est comprise là-dedans? Ah oui, nous sommes très actifs en Tunisie. D'accord. Nous avons près de 75 agences dans le monde et voilà, nous intervenons dans à peu près 90 pays. Donc nous avons une agence à Tunis, Très effectivement. bien. Alors comment Zulika Bouabdallah en est arrivée là? Quel est son parcours? Quelle ligne comme ça? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites? Ma passion pour la politique. D'accord. Et puis, donc déjà, il faut être une passionnée. Il faut être une passionnée, puis il faut aimer le contact avec l'humain. Parce qu'il y a beaucoup d'écoute, il faut beaucoup d'empathie. J'étais avocate, j'ai commencé par être avocate, voilà, comme beaucoup de personnes politiques et de présidents, tout en restant très humble, bien sûr, je n'aspire pas à être présidente. Mais voilà, j'étais avocate, j'ai exercé dans un grand cabinet français pendant près de 7 ans. Je faisais de la finance. Et puis, donc le droit, la finance? Oui, je faisais du droit financier. Voilà. Je travaillais dans ce domaine qui a été très décrié, les subprimes. Je faisais de la titrisation. Donc on accompagnait des grands groupes dans leurs programmes de financement et on structurait leurs programmes de financement. Puis à un moment donné, la crise est venue. Je devais aller travailler pour On est en quelle année là, quand la crise vient? On est en 2009. Ouais, entre 2008 et 2009, exactement. Et j'ai été détachée dans un grand établissement bancaire pour mon cabinet d'avocat. Donc là, vous l'avez vraiment senti, la crise, tout s'écroule? Ah, oui, mais parce que j'étais dans un domaine très spécifique et vraiment touchée par la crise des subprimes. Ouais. Et du coup, je devais aller travailler pour mon cabinet d'avocat au sein de notre bureau à Alger. D'accord. Voilà. Donc vous êtes, hop, Alger. Je devais y aller. Ouais. Et puis finalement, je passais en parallèle des entretiens avec l'Agence française de développement. On m'a fait une offre et voilà, j'ai été spontanée, je l'ai saisie et du coup, je ne suis pas allée à Alger. Le responsable du bureau m'en a voulu, je crois, mais et puis je suis vraiment heureuse d'avoir pris cette décision, voilà. Et je suis entrée à l'AFD par le biais du juridique. J'étais en charge de l'activité marché financier et financement de projets avec des fonds d'investissement, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de réorienter ma carrière en interne et de m'occuper des relations avec le Parlement pour mon institution. Donc c'est un vrai plaisir. Oui. C'est un plaisir parce qu'on travaille sur une mission noble. Oui. Et puis il y a une vraie... c'est la coopération, c'est les échanges avec les pays du Sud, exactement. C'est faire connaître ces pays-là, faire connaître la nécessité d'action de terrain, c'est utiliser des fonds mais à bon escient. La crise, on vous entend, on entend ce oui, message. Oui. C'est pas trop difficile entre nous? Vraiment pas, vraiment pas. Alors, parler avec les gens, ça n'est pas difficile. Et puis, j'ai tendance à croire que j'arrive à le faire. Vous me demandiez pourquoi est-ce qu'il faut. C'est pour ça que je parlais d'empathie, de sens de l'écoute. Et puis, sens de l'écoute, ça veut dire comprendre ce qui intéresse aussi votre interlocuteur. Et donc, lui donner à entendre ou à parler avec lui sur des sujets qui l'intéresse. C'est votre côté avocat, ça. Non, le côté avocat, c'est pour les persuader de nous donner de l'argent, les convaincre. Et donc, et puis vous intervenez. Donc, moi, je leur parle de ce qu'on fait dans les pays du Sud, ce qu'on fait aussi dans les territoires ultramarins. Ils sont sur des thématiques qui les intéressent parce que c'est parler d'infrastructures, parler d'éducation, parler de partenariat, d'environnement, les sujets climat. C'est extrêmement important. Notre institution a 50% d'engagement consacré à des projets dits projets climat. Je ne veux pas être trop technique, ça pourra faire l'objet d'une autre émission, mais on est vraiment en phase avec les priorités
politique et de développement de l'agenda international. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des objectifs du développement durable. Absolument, voilà. bien sûr. Eh bien, nous très sensibles à cela. Exactement. Puis l'intérêt pour nos téléspectateurs de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs du développement durable, c'est qu'aujourd'hui, ils s'appliquent à tous, aussi bien aux pays dits du Nord qu'aux pays dits du Sud. Nous avons tous l'engagement de mettre en œuvre des priorités communes, dont la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre hommes et femmes. Et voilà, donc nous, on leur parle de tout ça, on les sensibilise à ça. C'est faire ça, ça consiste à ça, mon métier, c'est leur faire connaître ce que l'on fait, et puis les convaincre, le moment venu, de bien vouloir nous appuyer financièrement. Alors justement, est-ce que la France a connu une transition politique, oui. Un nouveau président, un nouveau Parlement. Est-ce que vous voyez cela c'est pour vous un bon signe? Est-ce que ça va dans le sens que vous espérez? Je parle de cette coopération et de cette écoute nouvelle peut-être. Alors, nous sommes sur un sujet, la particularité et la chance que j'ai dans l'exercice de mon activité au quotidien, c'est le consensus. Sur la nécessité d'intervenir dans le domaine de la coopération, dans les pays en voie de développement, il y a vraiment un consensus. Ensuite se posera la question du budget que l'on alloue à cette activité. On est en période de restriction budgétaire, donc il faut convaincre, il faut se battre, mais il faut aussi accepter le fait que voilà, la période n'est pas évidente. En revanche, le président de la République a pris un engagement. Il s'est engagé à consacrer 0,7% du PIB ou du PNB à l'aide publique au développement. Voilà, 0,7% de notre budget, 55 à horizon 2022 en faveur de l'aide publique au développement. Enfin, il a pris des engagements pour parler de manière plus simple, exactement. Et ce nouveau Parlement, vous êtes Zuleyka Bouabdallah, vous êtes native de la ville de Sétif. Alors mes parents. Ah, vos parents. Moi je suis un produit de la société française, vous êtes né en France. Comme j'aime à le dire. Ouais. Exactement, oui. Je suis né en France. Sont originaires de Sétif, en Algérie. Tout à fait. Alors, ce nouveau Parlement, qu'est-ce qu'il vous inspire? Là, on parle on entend beaucoup il correspond davantage à ce qu'on entend par le mot diversité. Est-ce que vous le voyez aussi de cette façon-là? Alors, factuellement, les chiffres le prouvent, on a 35 personnes dites de la diversité qui sont entrées au Parlement. C'est une première, ça, oui, il y en avait 10. En 2012, on en comptait 10. Alors, voilà, on n'intègre pas, voilà, et puis nous n'intégrons, dans les chiffres, c'était un sondage, une analyse Cevipof, ne sont pas intégrés, bien sûr, les élus ultramarins, puisque là, on est en France, donc on parle de diversité non française, donc non ultramarine, et on en a 35. Ouais. Et on en parlait un petit peu avant le début de cette émission, et ce que je disais, c'est que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la diversité sociale. Ouais. Puisque finalement, on s'aperçoit que c'est une bonne chose. Il y a plus de diversité dite ethnique à l'Assemblée nationale, beaucoup plus de femmes. Il y a plus de Noirs et d'Arabes, c'est ça? Plus de Noirs et d'Arabes. Et il ne faut pas oublier les Asiatiques. Nous avons un élu, exactement, asiatique. Mais il y a la diversité sociale aussi. Donc là, de ce côté-là, ça pêche. La diversité sociale, oui. Trop peu représentée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, diversité sociale? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, il y a surtout ou cadres presque supérieurs, bien sûr, oui. Des cadres supérieurs. Des cadres supérieurs, c'est pas un peu logique, ça, qu'il n'y ait que des cadres supérieurs dans le Parlement? Bah, écoutez, on a eu M. Bérégovoy, on a eu M. Delors. Qui étaient des exceptions. Mais finalement, ça veut dire... Enfin, ne nous mentons pas. Effectivement, le monde politique, ça requiert beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, c'est de la mise en réseau. Et effectivement, quand on est d'un certain milieu social, je dirais... On a davantage d'autres préoccupations. Exactement, et puis c'est plus simple. Vous avez les codes, vous avez des connaissances qui vous permettent de débattre, de vous impliquer dans la vie d'un parti. Mais en même temps, Zuleyka, c'est vrai, parce que ce que vous dites est très intéressant, je trouve. Parce que quand on n'a que des cadres supérieurs, moi j'ai l'impression que ces gens-là ne changent jamais le monde. L'histoire le prouve. C'est pas qu'ils n'ont pas l'intelligence de le faire, c'est qu'ils n'ont pas peut-être l'énergie pour le faire. Non, je ne serais pas d'accord avec vous. Mais regardez qui a changé la France à chaque fois. Ce que je crois, moi je crois au mélange. Ouais. Voilà, je crois à la diversité. Et qui dit diversité, dit mélange. Et au mélange d'opinions, au mélange des profils, et puis au
au fait d'avoir des regards complémentaires, d'être ouvert au dialogue, ça vous permet de nourrir, voilà, de nourrir les textes que vous allez proposer, de nourrir votre projet de société. Et puis c'est en ce sens que, me semble-t-il, la diversité sociale est importante. Voilà. Vraiment, moi, je suis de ceux qui n'aiment pas opposer les patrons, les riches et les riches, les pauvres, les patrons aux salariés. Non, je crois qu'il faut de tout. Il faut juste un juste équilibre, un bon dosage. Ouais. Voilà. On peut néanmoins regretter que peut-être il y ait trop peu d'élus. D'élus Parce que c'est pourtant le Parlement de la société civile. Il y a des personnes de la société civile, oui, qui sont entrées au Parlement. Parce que quand on entend société civile, on comprend aussi gens du quotidien. C'est ça qu'on comprend aussi. Oui, mais et pourtant, il n'y a pas, comme vous dites, de diversité sociale. En tout cas, trop peu peut-être. Voilà, trop peu de diversité sociale. Place des femmes dans ce Parlement? Importante. Ouais. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je suis sûre que vous les avez. Je les ai pas forcément, mais il y en a beaucoup plus. Comme ça, quand on regarde, là, tiens, c'est bizarre. Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Ouais. Et puis finalement, au fur et à mesure, les politiques se sont astreints à respecter l'obligation de toute façon déjà d'avoir un certain nombre de femmes dans leur candidate, une femme. Et puis, voilà, donc ça, on l'accepte, on s'y oblige. Et je crois qu'il faut aussi... ce qui me semble important, c'est que chacun doit comprendre, chaque citoyen, chacun des téléspectateurs doit comprendre que c'est lui finalement qui a le pouvoir. Et le regard... Vraiment. Ben, je crois. Alors comment il... je pense D'abord, comment il s'en rendrait compte? Et une fois qu'il s'en rend compte, il faut qu'il l'exerce. Que doit-il en faire? Voilà. Il exerce à travers son droit de vote. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que chacun de nous fasse pression quand il faut faire pression et exprime cette revendication, l'importance d'avoir des gens de la diversité, l'importance d'avoir plus de femmes, de l'importance d'avoir des gens d'un milieu social moins supérieur, comme l'on dit. Et c'est pour ça que je crois que c'est chacun de nous, en fait, qui a le pouvoir. Alors après, c'est compliqué à mettre en œuvre. Il faut un esprit critique, il faut avoir le temps de s'y consacrer, il faut avoir foi dans son propre pouvoir, dans l'action collective. Mais vraiment, voilà, moi je crois que c'est chacun de nous. Et donc, le fait que les politiques, les partis aient compris l'importance de mettre des femmes, c'est aussi parce qu'il y avait cette demande de la part de la société civile, cette attente. C'est pas juste pour faire plaisir à leur parti et puis aux membres du parti. Donc moi j'y crois, je crois vraiment en la force de chacun de nous et en l'action collective. Il faut que chacun... Voilà. Est-ce que ça, c'est pas... Alors je réfléchis comme ça, est-ce que ça n'est pas le signe? Et finalement, on se dirige vers un grand Parlement. En fait, que ce Parlement-là est peut-être... on arrive avec tous ces réseaux sociaux, avec toutes ces nouvelles technologies, cette proximité, cette mondialisation, forcément, et je vous rejoins, ils ne l'ont pas fait pour être gentils, c'est parce que vraiment il y a une nécessité, ça se bouscule, ça tape aux portes de manière incessante et que forcément il faut changer les choses. Oui, la réponse est oui. Bien sûr, forcément il faut changer les choses. Mais ça fait pas peur, ça? Non. Ouais. Non. Alors, je ne reprendrai pas le slogan « Le changement, c'est maintenant ». Il ne faut pas avoir peur d'être en mouvement. Ouais. Et peut-être... on est tous un peu pareils. Il y a un moment T, on est tous plus ou moins réfractaires au changement. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit ici... C'est pas quelque chose d'évident, le changement, ou de percevoir le côté positif du changement. Mais il faut oser. Voilà. Il faut oser bouger les lignes, il faut oser changer le fonctionnement de la société ou d'une partie de notre société, puisque tout ne va pas bien. Il y a des choses qui fonctionnent, mais tout ne va pas bien. Et donc, est-ce que c'est un grand Parlement? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose est certaine, c'est qu'il y a un mouvement a été initié, un changement a été impulsé, et que c'est une bonne chose. Il y a eu un renouvellement politique. C'est une bonne chose. Il ne faut pas virer dans le jeunisme absolu parce que là, il y a... Oui, là, on ne serait pas dans la ligne que vous défendiez, à savoir le bon dosage entre ceux qui ont plus d'expérience. C'est ça, exactement. Mais il faut du changement. Il faut impulser ce changement parce que la société française en a besoin. Alors, Zulika Bouabdallah. Mais là, c'est la citoyenne qui s'exprime. C'est la citoyenne qui s'exprime. Et qu'est-ce que... Alors, à Janoubiya, on est aussi très sensible à la jeunesse tunisienne, la jeunesse maghrébine qui vit en France, d'origine maghrébine, française, d'origine maghrébine, qui vit en France. Quel serait votre message à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qu'elle doit entendre, justement, attendre et comment doit-elle réagir à tout cela aussi? Parce qu'elle est actrice, elle n'est pas simplement à attendre qu'on lui tende la main. Il faut qu'elle soit actrice. Justement, quelle carte peut-elle jouer dans ce mouvement,
dans cette transition, dans ce mouvement en marche, dans cette marche, dans ce changement? Je vais utiliser un terme anglais, empowerment. Que vous allez nous expliquer? C'est le fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est le fait de se mettre en mouvement, voilà, de prendre le pouvoir, mais en se mettant soi-même en mouvement. Et d'être maître de soi et puis d'agir. Voilà, c'est l'empowerment, le fait de se penser comme un instrument d'action et de pouvoir. J'ai le pouvoir, en fait. Oui. Alors, c'est toujours difficile de faire de grandes théories ou d'avoir une vision. Enfin, j'ai pas cette vision globale qui me permettrait de théoriser ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En tout cas, je peux parler de mon vécu, de choses que j'ai pu regretter, de choses que je n'ai pas faites que j'aurais dû faire, de ce qui a pu manquer. Je crois que ce qui manque, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment avoir confiance en soi. Et là, les parents, le rôle des parents c'est un rôle qui est essentiel. Moi, je suis d'une génération où l'éducation avait en soi une valeur absolue, puisque finalement, pour mon père, être instituteur ou institutrice avait plus de valeur que d'être directeur de com dans une grosse boîte de com, parce que ça ne lui parlait pas. Et donc, l'éducation avait pour lui un sens et une valeur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce qu'il semblerait que la société soit plus violente, que les rapports humains soient plus complexes, mais l'importance de l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel. Y croire, parce que c'est difficile, c'est plus difficile d'accéder à certaines responsabilités, c'est plus difficile d'accéder à certaines formations, mais j'ai envie de dire, nous n'avons pas le choix. Donc voilà, c'est y croire et transmettre ça à ses enfants. Personne ne peut contrôler ce qu'il y a dans votre tête et ce que vous transmettez comme message. Et ensuite, puisque vous cibliez la communauté ou les gens d'origine maghrébine, c'est la solidarité. Voilà, se penser comme un tout et comprendre qu'il est important d'être solidaire, pas par pur communautarisme ou parce qu'il faut aider, comme on dit communément, les Arabes, il faut que les Arabes s'aident entre eux. Donc, mes amis berbères ne m'en veulent pas, je présente les choses de manière schématique. C'est parce que je crois que le positif attire le positif. Voilà. Et que l'émulation collective, ce sera bénéfique à l'ensemble de la société française, tout simplement. Et voilà, donc cette action collective, la solidarité, l'éducation, et puis croire en ses rêves, ou se fixer des objectifs et y croire, voilà, c'est ce que je dirais. Mais après, je ne suis pas naïve, je ne suis pas naïve. Oui, il y a bien beaucoup sûr, de discrimination, il y a beaucoup de difficultés sociales. Enfin, moi, je me pense comme une privilégiée. Bien sûr, on est tous le smicard de quelqu'un, il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi, qui gagnent beaucoup plus d'argent, mais je n'ai vraiment pas à me plaindre, je suis privilégiée, je travaille dans un environnement privilégié, avec des gens extrêmement intéressants, donc j'en ai conscience, voilà. Mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas de choix, d'autre choix que de progresser. Et donc, il faut y croire. Est-ce que leurs origines sont parfois présentées comme c'est compliqué. Il faut mettre ça de côté. C'est compliqué. On ne croit pas, nous, à cela. On croit que, finalement, plus et plus, ça fait vraiment que du... Bien sûr, bien sûr. Vous parliez de ce qu'ils peuvent aussi apporter. Je pense qu'il y a aussi de leurs origines. Bien sûr. Ils peuvent beaucoup apporter aussi grâce à leur bagage culturel. Bien sûr. Alors, ma première réponse, ce sera, il faut savoir d'où on vient. D'où l'intérêt de l'éducation. Oui. Malheureusement, on s'aperçoit que nos parents, en tout cas je parle de mes parents, vous évoquiez mes parents au début, mon père est venu d'un petit village, Zemmoura, qui est à proximité de Sétif. Ma mère, le village de ma mère la ville était plus forte que le petit village de mon père. Donc mon père il est venu dans les années 50, c'était un ouvrier, il est venu, alors il aime à dire je suis venu pieds nus ou sans chaussures, il le décrit comme ça. C'est une vision peut-être un peu imagée, mais ça a été dur. Voilà, ça a été dur. Il est venu parce qu'il fallait venir travailler. Les années 50, c'était dur. C'était compliqué, c'était très compliqué. Puis ma mère l'a suivi. Il est tombé amoureux de ma mère en Algérie. Il a voulu se marier avec elle, donc ils sont venus. Et ça a été... je ne sais plus pourquoi. Quelle était la question, excusez-moi? Non, mais justement, oui, parce que vous parliez de la diversité. Vous parliez d'éducation. L'idée, c'est d'inviter les parents à raconter à leurs enfants. Exactement. Et donc, c'est vrai que mes parents, mon père et ma mère ont eu de la chance, ils sont allés à l'école, donc ils parlaient français, ça c'était un élément important pour nous aider à faire les devoirs. Mais il y a peut-être ce niveau d'éducation qu'ils n'avaient pas, et donc en termes de transmission, peut-être ne pouvaient-ils pas nous transmettre l'histoire de nos origines, de l'Algérie, du Maghreb, mais on a eu accès aux livres, et donc il y a cet effort à faire, connaître d'où on vient. Si vous ne savez pas d'où vous venez, il y a une forme de violence intériorisée ou de méconnaissance de vous-même. Oui. Et
ça, je sais pourquoi j'ai évoqué mes parents, c'était parce que je crois que, bien évidemment, il faut s'accepter comme on est, et l'acceptation de soi, c'est un travail, les identités, elles sont multiples, hein, comme disait Amin Malouf, il faut s'accepter comme on est. On a des origines, moi j'ai des origines algériennes, je me sens française, enfin, la question pour moi, c'est jamais posée en fait. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, je dis que la question ne s'est jamais posée pour moi. Je m'accepte comme je suis. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il faut aimer son histoire avec ses côtés négatifs, ses côtés positifs. C'est un enrichissement. De toute façon, on est fort quand on accepte l'entièreté de sa personnalité. Et oui, et donc il faut l'accepter, il ne faut pas s'en cacher. Et la société française a à s'enrichir de cette diversité, puisque vous posiez cette question. Oui. Voilà. Mais est-ce que, Zulika Bouabdallah, vous avez conscience aussi que, et c'est aussi pour ça, je vous l'avoue, que moi, ça m'a plu de vous recevoir, c'est que j'ai par exemple une petite fille, et c'est très intéressant pour nos petites filles de voir aussi cette réussite-là. Les rôles modèles. Qu'elle est possible, qu'elle est souhaitable à condition qu'on le veuille, à condition que les parents aussi soient un minimum derrière de tout ce qu'ils peuvent donner. Est-ce que vous avez conscience de ça? Bien sûr, bien sûr. Il faut encourager. C'est pour ça que je disais au début, le rôle des parents est important. Je dis, être parent, c'est le métier le plus difficile du monde parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Aujourd'hui, c'est... C'est vrai, il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais. Mais être optimiste et encourager ses enfants, les nourrir d'esprit positif, ça, il faut le faire en conscience, même si parfois c'est difficile, il faut le faire en conscience. Et donc, oui, c'est difficile parce qu'il faut avoir accès. Là, je ne parle plus d'éducation, mais puisque vous parliez de votre petite fille et puis de modèles, c'est les rôles modèles aussi. Quand on prend aujourd'hui, je crois, des jeunes, je déteste cette, je n'apprécie pas trop, il ne faut pas être trop extrême, cette image de quartier. On a stigmatisé aujourd'hui les gens, donc maintenant vous êtes aussi des jeunes de quartier. Alors, soit vous êtes d'origine maghrébine ou maghrébin, vous êtes jeune de quartier, on accumule comme ça les strates stigmatisantes. Mais bon, alors, disons les jeunes de quartier ou les gens d'origine maghrébine ou de milieu. Je crois beaucoup au social. C'est pour ça que pour moi, l'important, c'est le social. Ouais. Voilà. Quand vous avez eu accès à certaines fonctions, c'est plus difficile, mais quand vous êtes dans des beaux quartiers, quand vous fréquentez des gens plutôt éduqués, vous comprenez les codes et puis vous intégrez un réseau, donc ce sera plus facile pour mes enfants, ce sera plus facile pour votre petite fille, parce que voilà, on fait partie. Et donc, il faut des rôles modèles. Il faut des rôles modèles autres que des sportifs. Et je n'ai rien contre les sportifs, loin de là. Mais pour d'abord savoir ce qui existe, que des métiers existent, que des chemins existent, et leur donner ensuite les moyens d'ouvrir les portes et de prendre ces chemins. J'entends bien évidemment, mais malheureusement, ou peut-être heureusement, chacun son chemin. Mais j'entends que beaucoup de jeunes Français d'origine maghrébine qui ont du talent, je parle de ceux qui ont un talent, quel qu'il soit, eh bien, souhaitent quitter la France, souhaitent partir. Parce qu'à un moment donné, ça bloque. Et ils ne sont pas complètement épanouis, ils se disent, peut-être qu'on m'offrira mieux ailleurs. C'est quand même navrant. C'est quand même navrant que dans ce beau pays, ce grand pays qu'est la France, eh bien, tout un pan de la jeunesse s'arrête là et se disent « Non, finalement, je ne suis pas reconnu. » On leur reproche cette ambition. Je crois que c'est même pire que ça, non? C'est même pas juste le fait qu'on leur reproche cette ambition, c'est qu'on ne les regarde pas juste comme des Français ou comme des citoyens. On ne va pas les regarder juste comme un candidat. Un candidat a une fonction de responsable financier, un candidat a une fonction d'électricien, un candidat a une fonction d'assistant, d'assistante. Les gens aspirent à l'indifférence finalement. Voilà, il y a cette aspiration à l'indifférence, être juste regardé comme on est, comme un citoyen et pas être renvoyé à ses origines avec... Voilà, parce que ça, on sait qu'il y a un contexte politique, il y a un contexte sécuritaire qui fait que c'est plus compliqué aujourd'hui. Voilà. Ça a toujours été compliqué et ça l'est d'autant plus aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît. Une note d'espoir tout de même pour finir? Ah oui, on ne va pas se quitter là-dessus. Non, alors, je ne sais pas pour revenir à mon institution, mais moi j'ai cette chance d'être dans une institution où la diversité, je n'ai pas les chiffres, mais veut dire quelque chose, où on est ouvert au monde, où il y a de multiples nationalités. Mais oui, il y a une note d'espoir parce que de toute façon, on n'a pas de choix.
Oui, Voilà. oui. On n'a pas le choix, Ouais, il faut ouais. avancer. Quand on est dos au mur, on ne peut plus reculer, donc il faut avancer. Et il C'est- faut être et que solidaire, c'est à il eux faut y aussi à croire. transformer le pays. Ils doivent participer à cette transformation. Il faut y croire. Ouais. Et c'est difficile, il ne s'agit pas de dire Oui, que c'est simple, bien il y a sûr. une violence, mais voilà, il faut se penser collectivement et puis se penser comme un instrument de pouvoir. Merci beaucoup, Je vous Zulekha en prie. Abdallah, pour nous être venu et nous avoir apporté toutes ces précisions, ces éclairages. Merci. Ça fut un plaisir. À bientôt. Merci à vous pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia. Au revoir.